Ici, Moscou. Gros plan sur l'Afrique. Notre observateur Edgar Yezon vous invite aujourd'hui à écouter son sujet « Les intérêts de l'Occident se dressent derrière le chaos dans la région des Grands Lacs ». Et traditionnellement, en bref aperçu, l'Afrique, les échos de la semaine. Retrouvez la rubrique « Gros plan sur l'Afrique » sur le site www.page.eruvert.ru et envoyez vos suggestions à l'auteur à l'adresse yazon@eruvert.ru. Les éléphants ont peur des souris, dit-on en Afrique. L'éléphant est le symbole de la République démocratique du Congo, le plus grand pays africain s'étendant sur 2,3 millions de kilomètres carrés. La superficie du Rwanda voisin est 1000 fois moins grande, telle une souris par rapport à l'éléphant. Fait paradoxal, le Rwanda minuscule mais très belliqueux terrorise depuis plus de 2 décennies le Congo en soutenant les groupes séparatistes dans l'est de ce pays géant. Le Rwanda belliqueux est l'un des facteurs de l'instabilité chronique dans la région des Grands Lacs, au centre de l'Afrique où se croisent les frontières du Congo, du Rwanda, du Burundi, de la Tanzanie et de l'Ouganda. Le géopoliticien Luc Michel, administrateur général de l'organisation non gouvernementale Observation eurasienne pour la démocratie et les élections, révèle derrière le chaos dans la région richissime du continent les intérêts des États-Unis, de la France, de la Belgique et de la Grande-Bretagne. Luc Michel en parle dans une interview accordée à notre observateur Edgar Yezon par téléphone de Bruxelles. Qu'est-ce qui fait la différence entre la souris rwandaise et l'éléphant congolais? C'est que le Rwanda est dans la région des Grands Lacs le seul régime stable, autoritaire. C'est un régime avec une armée puissante, entraînée par 25 ans de combat, avec des forces politiques qui sont contrôlées par Kigali en République du Congo, mais pas uniquement là. Et donc le petit régime stable et autoritaire, évidemment, est puissant face à un Congo où n'existe plus d'État, en pleine anarchie. La République du Congo, malheureusement, c'est un État virtuel. Et les Occidentaux maintiennent cette fiction pour des raisons de continuer à piller économiquement le Congo. La deuxième chose qui fait la puissance du Rwanda, c'est que le Rwanda, précisément, pille le Congo depuis presque 20 ans. Une grande partie des ressources, tout le nord, c'est aspiré par le Rwanda. Rwanda sert de plateforme d'agression aux multinationales anglo-saxonnes et aux Américains dans toute la région des Grands Lacs. C'est pour ça que le régime a été mis en place. Je suppose que c'était ça l'angle de votre question. Qu'est-ce qui a permis la mise en place du régime Kagame au Rwanda sur la volonté des Américains? C'est évidemment le génocide de 1994. Qu'on se comprenne bien, puisque vous savez que c'est un sujet qui est très discuté, très débattu, la réalité du génocide, pour moi, ne fait pas de doute. Il y a des tas de responsabilités. Ce n'est pas Kagame ni le nouveau régime du Rwanda qui l'a perpétré, c'est l'ancien régime Hutu avec l'aide de certaines puissances coloniales, mais le grand vainqueur de la situation née du génocide, celui qui en a tiré tous les bénéfices évidemment, c'est le régime Kagame. C'est de là qu'est émergé cet État fort Tutsi dans la région des Grands Lacs. Et alors, ça sert aussi de justification intérieure. Il y a un nationalisme rwandais qui s'est basé évidemment sur les événements du génocide et qui permet notamment avec une dimension très anti-française que Kagame soit l'agent des Américains. Ça n'empêche pas que sur la France, il est en train pour le moment de dire des vérités. Monsieur Luc, je voudrais vous rappeler que c'est la France qui a soutenu le régime de Mobutu. Par contre, des États-Unis et Grande-Bretagne étaient contre ce régime. Le régime de Mobutu, c'est très simple. Quand le Congo belge est devenu indépendant, la Belgique a refusé l'indépendance. Ils ont pensé qu'ils pouvaient mettre en place un régime fantoche où les Belges auraient continué à diriger en sous-main. Il y a eu Lumumba, il y a eu l'anarchie du Congo, et de cette anarchie, un homme est sorti, c'est Mobutu. Le problème, c'est que Mobutu n'était pas l'homme des Belges, Mobutu était l'homme de la CIA et des Américains. À un moment donné, après l'effondrement de l'Union soviétique, il y a toute une série de régimes qui n'ont plus d'utilité pour les Américains, parce qu'il n'y avait plus de soviétiques en Afrique. Et les Américains ont commencé à préférer mettre
en place des régimes plus présentables. Mobutu a été lâché par les Américains et les derniers qui se sont maintenus, ça a été les Français. À l'époque, ce qu'on appelait la France-Afrique était une réalité. C'est-à-dire qu'il y avait encore une influence néocoloniale française et elle était la rivale des Américains. C'est ce qui explique en partie le génocide au Rwanda, c'est ce qui explique la destruction de la République du Congo et beaucoup d'autres choses. La France-Afrique, elle a cessé d'exister entre 2000 et 2006. Il y a encore des rêves, mais qui sont utilisés maintenant sous contrôle américain pour étendre l'influence des Américains et du fameux Africom en Afrique. L'année 1994, le Front patriotique rwandais, en tête Paul Kagame, bien armé, très fort. Il fallait seulement quelques jours pour prendre Kigali. C'est très simple. Le régime de Kagame, il est issu d'une force politico-militaire Tutsi qui a fui le Rwanda à la fin des années 80, qui s'est établi en Ouganda et qui était pris, donc ce sont des Tutsis, à la très grande majorité, et qui était pris en main par les Américains. Kagame, c'est un homme anglophone, il parle anglais, presque pas le français, et le régime Hutu qui est au pouvoir à ce moment-là au Rwanda, qui est le régime d'Abariyame, qui est tué dans l'attentat de 1994, c'est un régime francophone. Au Rwanda s'oppose la France-Afrique, qui soutient le régime Hutu, c'est le régime Hutu qui va faire le génocide, et de l'autre côté, la force politico-militaire de Kagame, qui va faire le nouveau régime, très vite comme vous le dites bien, et qui est équipé et financé par les Américains, et qui est une véritable force militaire organisée. Il faut parler des responsabilités dans ce qui a conduit à ça. Les responsabilités, elles sont multiples. Ce qui s'est passé, le génocide, l'arrivée du pouvoir du régime Kagame, etc., ça remonte à 1920. Il y a tout d'abord des responsabilités historiques. Ce sont celles de la Belgique. Le Rwanda et le Burundi, ce sont des colonies allemandes. L'Allemagne perd la Première Guerre mondiale et on attribue à la Belgique le mandat sur les colonies du Rwanda et du Burundi, tout simplement parce que la Belgique contrôle le Congo belge, qui est maintenant la République démocratique du Congo, et donc ça fait un bloc continental africain d'un seul tenant. Les Belges, pour dominer, c'est très simple, ils jouent les ethnies les unes contre les autres. Il y a trois ethnies, les Tutsis, les Hutus et les Twa, qui sont des pygmées. Entre 1920 et l'indépendance en 1959-60, la Belgique joue les Tutsis. C'est-à-dire qu'on crée un rapport quasi raciste entre les deux ethnies. Les Belges présentent les Tutsis comme une ethnie supérieure. Il y a aussi des restes de l'idéologie raciste allemande du 19e siècle. C'est les Allemands qui ont commencé tout ça. Les Tutsis sont grands, ils sont généralement plus cultivés que les autres. Les savants allemands, vous savez qu'à l'époque la science mêle le racisme, l'anthropologie, on parle d'eux même à un moment donné comme des caucasiens noirs, donc des blancs noirs. Ça n'a aucun sens, mais c'est comme ça. La Belgique donc joue les Tutsis jusqu'à l'indépendance. Lorsque l'indépendance du Congo arrive, il faut lâcher aussi le Rwanda et le Burundi. Et le pouvoir Tutsi, elle décide de chasser les Belges. Immédiatement, les Belges se retournent et s'allient aux Hutus. C'est la naissance de ce qu'on a appelé le Hutu Power. Il y a régulièrement des massacres de Tutsis en 59, en 63, en 1976, en 1979. N'oubliez pas ça. Le génocide, c'est l'aboutissement d'une série de massacres. La Belgique donc crée un pouvoir Hutu, le justifie quasi racialement. On importe au Rwanda des théories raciales. Il y a même à un moment donné un théoricien du Hutu Power, il traduit Mein Kampf en dialecte Hutu et il présente évidemment les Tutsis comme les Juifs. Imaginez. Vous savez ce que ça a donné en 1941, ça va donner la même chose. Troisième responsabilité, l'Église belge. L'Église belge, pour des raisons de contrôle, crée aussi, aide à développer ce Hutu Power. On en arrive à l'époque moderne, c'est-à-dire les années 1989-1994. On voit un nouvel acteur arriver au Rwanda, c'est la France. La France-Afrique veut
s'implanter là-bas pour des raisons économiques, et elle veut écarter les Belges. Il y a donc un rapport, la France s'installe militairement, elle forme l'armée Hutu du Rwanda, celle qui va faire le génocide, elle la transforme en une force militaire très importante, et elle est présente dans le pays avec une force d'intervention qu'on appelle la force licorne, et qui va jouer un rôle détestable parce que l'existence de la force licorne fait que les Nations Unies ne pourront pas amener une véritable force d'intervention des casques bleus. Les Français n'en voulant pas, puisque ça serait leur retirer leur influence militaire. On en arrive à l'année 93-94, arrive à ce moment-là un troisième acteur, ce sont les Américains. Les Américains veulent chasser les Français de la région des Grands Lacs, et donc ils misent sur les Tutsis de Kagame, qui sont anglophones, on les équipe, on les forme, il y a des conseillers militaires, et très important parce que c'est la responsabilité américaine dans le génocide, dont plus personne ne parle aujourd'hui, Clinton empêche les Nations Unies, en accord avec la France, mais c'est un accord entre voleurs pour détrousser quelqu'un, c'est exactement ça. Clinton empêche que l'on ne crée une véritable force d'intervention de casque bleu, alors qu'il y a des indices qu'on va déboucher sur un génocide. Il y a des appels au meurtre très longtemps avant les événements. Arrive l'événement déclencheur, donc vous savez qu'il y a un missile qui abat l'avion contenant le président Bariyama, et l'événement sert à déclencher immédiatement le génocide, c'est-à-dire que dans les jours qui suivent, il y a des dizaines et des milliers de Tutsis qui sont tués pour leur appartenance ethnique, et il y a des milliers de Hutus qui sont tués parce qu'ils appartiennent à des partis Hutus modérés. C'est ce qui fait dire à certains qu'il n'y a pas eu de génocide parce que des Hutus ont été tués. Et alors, qu'est-ce qu'on sait de cet attentat ? Moi, je vais vous donner, parce que moi, je ne suis pas quelqu'un qui fait des théories, je ne suis pas un complotiste, mais il y a des faits incontestables. Il y a 2 ans, l'ONU a déclassifié des documents. Le journal français Libération a publié une série d'articles. Que sait-on ? On sait que la France a livré 15 missiles Mistral à l'armée Hutu. On a le témoignage d'un sous-officier français de la force Licorne qui dit que le missile qui a battu l'avion est parti du camp de la force Licorne en bordure de Kigali. On a une responsabilité française et très probablement le missile qui a battu l'avion est un missile Mistral. Il y avait déjà eu des informations qui avaient fuité 7 ou 8 ans avant dans un roman. Vous savez que les Français aiment bien les romans géopolitiques. Dans les romans géopolitiques, on fait passer des choses qu'on ne peut pas mettre dans un livre normal. Eh bien, un romancier très connu qui s'appelle Gérard de Villiers, qui a écrit 200 romans géopolitiques d'espionnage, explique 8 ans avant Libération la livraison des 15 missiles Mistral par l'armée française aux génocidaires, ceux qui vont devenir les génocidaires. Voilà le tableau de la situation et le tableau des responsabilités réelles. Il y a 2 grandes influences en Afrique au cours des 20 dernières années. Il y a l'influence française, principalement dans l'Afrique francophone, ce qui est logique, et il y a l'influence anglo-saxonne dans l'Afrique anglophone, et qui s'est servi des pays anglophones en bordure de l'Afrique francophone pour abriter des mouvements, tenter de la déstabilisation. Monsieur Luc, pour terminer, est-ce que selon vous, cette région des Grands Lacs au centre du continent, il est devenu le théâtre de rivalité entre quelques pays africains et les occidentaux? La situation est un peu plus complexe que ça. Vous êtes russe, donc vous savez ce que sont les poupées russes. C'est un peu ça qui se passe. C'est-à-dire que lorsqu'on ouvre la poupée d'un pays africain, on trouve généralement à l'intérieur une seconde poupée qui est celle d'un pays occidental, et encore à l'intérieur une troisième petite poupée qui sont généralement des multinationales ou des lobbies du pétrole ou des choses comme ça. Les occidentaux sous-traitent à des puissances africaines à qui on attribue généralement pour quelques années un rôle géopolitique. Il n'y a pas que la région des Grands Lacs. Actuellement, un des problèmes du régime Kagame, c'est qu'apparemment les relations ne sont plus très bonnes avec Washington. Parce qu'Obama cherche un autre style d'allié. Mais vous avez actuellement dans l'Afrique francophone, entre la Centrafrique, le Mali, la Libye, etc., vous avez le Tchad. On a laissé, depuis la chute de Kadhafi, le Tchad jouer un rôle central géopolitique, mais entièrement aux mains de l'Africom et de l'OTAN. L'action de la France en Afrique est une action de domestique ou
ou de commanditaire des Américains en Afrique. L'intervention française en Centrafrique ou au Mali, par exemple, elle est faite au nom des intérêts de l'OTAN et de l'Afrique. C'est un jeu d'échecs, comme en Eurasie, c'est un grand échiquier. Sur ce grand échiquier, il y a le joueur américain, il y a un joueur chinois, parce que les Chinois ont des intérêts, eux, économiques. Ils jouent principalement des cartes économiques, pas du tout politiques. Il y a quelques joueurs privés qui sont de grands intérêts économiques dans le pétrole, l'uranium. Et alors, il y a un joueur qui, pour le moment, est en stand-by, c'est la Russie. La Russie, dont beaucoup d'Africains espèrent qu'elle va refaire son apparition en Afrique et qu'elle va y rejouer un rôle. Au milieu de tout ça, les pays africains, ce sont des pions. Et la plupart des pays européens sont également des pions. Ce sont des pions que les Américains déplacent au hasard de leur jeu, de leur stratégie politique. Dans beaucoup de pays, c'est la fameuse stratégie du chaos que les Américains ont essayé en Somalie, au même moment où se passe l'arrivée du régime Kagame dans les Grands Lacs, parce que ce sont des stratégies qui concernent tout le continent. Pourquoi je dis qu'on attend la Russie? Parce que vous savez que j'ai beaucoup de contacts avec des pays africains, j'ai beaucoup de contacts aussi avec ce qu'on appelle les mouvements politiques panafricains, parce que j'ai maintenant plus de la moitié de mon action politique ne se passe pas en Eurasie, mais se passe aussi en Afrique. Je suis arrivé là-bas par mes contacts, ma collaboration avec la Jamaïria libyenne, et donc j'ai des contacts, je suis moi-même un panafricaniste. Mon but est de relancer le panafricanisme, qui est en suspens depuis la chute de la Libye. Que je sois européen et blanc, je suis logique parce que je pense, moi, que l'Eurasie et l'Afrique devront s'unir et se dégager ensemble du monde américain. Et donc, tous ces Africains, ils attendent la Russie, parce que la Russie est devenue un espoir. La Russie de Poutine, évidemment. Le fait que la Russie cherche sa propre voie à créer un système démocratique, à créer une économie d'un autre type, à créer d'autres relations financières, c'est un espoir pour l'Afrique. C'était l'interview recueillie par notre observateur Igor Yezon auprès de Luc Michel, administrateur général de l'organisation non gouvernementale Observation eurésienne pour la démocratie et les élections. Chers auditeurs, nous vous invitons à suivre les rubriques hebdomadaires Gros Plan sur l'Afrique et à écouter l'Afrique, les échos de la semaine. Les perspectives de la coopération bilatérale sont au centre d'une rencontre qui s'est ouverte lundi à Moscou entre le chef de la diplomatie russe Sergei Lavrov et son homologue zimbabwéen Simbase Mnangagwa. Votre visite est très opportune et sera une occasion de définir les moyens d'approfondir notre coopération dans tous les domaines, a déclaré le ministre russe, s'adressant à son homologue zimbabwéen. Sergei Lavrov a mis en valeur le rôle de Zimbabwe dans les affaires régionales et sous-régionales, sa contribution au règlement des conflits sur le continent africain. Le ministre zimbabwéen a souligné pour sa part, début de citation, le bon niveau du dialogue politique, fin de citation, entre les deux pays. Plus tard lundi, M. Mnangagwa participera également à une rencontre de coprésidents de la Commission intergouvernementale russo-zimbabwéenne pour la coopération économique, commerciale, scientifique et technique. La Russie et l'Angola prévoient de réaliser des projets communs dans les secteurs de l'énergie, de la prospection géologique et de la pêche, a déclaré ce mardi Sergei Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères, à l'issue d'une rencontre avec son homologue angolais, Jorge Rebelo Pinto Chicotti. Nous avons accordé une attention particulière au développement des relations commerciales et économiques qui revêtent actuellement une bonne dynamique, a fait remarquer Sergei Lavrov. Nos échanges commerciaux sont en croissance, mais nous souhaitons les intensifier davantage. Nous constatons un intérêt particulier de la part des milieux d'affaires russes envers les activités sur le marché angolais. Un exemple éclatant en est fourni par les résultats de la visite effectuée l'année dernière à Luanda par Dmitry Rogozin, vice-ministre russe. Il a indiqué que les deux pays s'étaient entendus pour conférer une impulsion supplémentaire au lancement de projets communs dans le secteur énergétique, la prospection géologique, la construction industrielle et les télécommunications.
Georges Rebelo Pinto Chicotti, a souligné pour sa part que la visite de Dmitri Rogozine avait été très importante et avait donné une nouvelle impulsion au développement des relations entre l'Angola et la Russie, qu'elle avait mis en place des conditions propices à la coopération entre les sociétés russes et angolaises et à l'ouverture d'une ligne de crédit par les banques russes. L'Angola est solidaire de la position de la Russie sur nombre de questions, y compris sur le dossier de l'Ukraine, a déclaré également le ministre angolais des Affaires étrangères, Georges Rebelo Pinto Chicotti, à l'issue des négociations avec le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov. Nous apprécions la position occupée par la Russie, a indiqué Georges Rebelo Pinto Chicotti. Nous espérons que la solution de la crise ukrainienne sera acceptable et satisfaisante pour les deux parties. Les autorités rwandaises ont retiré l'accréditation de l'ambassadeur de France au Kigali, Michel Flech, aux cérémonies de commémoration du 20e anniversaire du génocide de 1994 au Rwanda, l'empêchant d'y représenter Paris, a annoncé lundi le diplomate à l'AFP. Le déplacement de la délégation française avait été annulé après des propos du président rwandais Paul Kagame, accusant la France d'avoir joué un rôle direct dans la préparation du génocide et d'avoir participé à son exécution même. À Paris, le ministère français des Affaires étrangères a déploré la position de Kigali.